Bon, c'est normal. Bien, eh bien nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Madame Corinne Péluchon. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Et autour de la table, nous sommes ici, puisqu'on nous voit à distance, donc de gauche à droite, Jean-Jacques Brun, qui est intervenant associé, écologue intervenant associé au CTM, Isabelle Carlier, qui est théologienne bibliste au CTM, Alejandro Pérez, théologien dogmaticien au CTM, Patrick Faure, prêtre et membre de l'équipe d'animation du CTM, et moi-même, Bertrand Ménal, le directeur du CTM. Voilà. Donc, avant de laisser la parole à Jean-Jacques qui va présenter notre invité, quelques rappels techniques pour ceux qui nous écoutent. Donc, encore une fois, merci d'éteindre vos micros, vos caméras. Et le déroulement de notre soirée sera le suivant. Tout d'abord, je vais laisser la parole à Jean-Jacques Brun qui va présenter Madame Péluchon. Puis ensuite, Corinne Péluchon nous donnera sa conférence. Notre équipe lui posera une première question pour lancer le débat. Et vous aurez ensuite la parole pour également poser des questions à Madame Péluchon. Donc, préparez bien vos questions. Et la fin de notre rencontre est prévue à 21h30. Voilà. Je laisse la parole à Jean-Jacques. Merci Bertrand. Corinne, vous êtes professeure donc, à l'Université Gustave Eiffel à Paris et vos domaines de spécialité sont la philosophie politique et puis également l'éthique appliquée dans le domaine médical, environnemental et aussi animal tient une grande place dans votre réflexion. Alors, vous venez d'achever un fellow au New Institute à Hambourg et vous rejoignez pour un autre fellow le Max Planck Institute à Berlin. Et en 2020, j'ai lu que votre œuvre avait été récompensée en Allemagne par le prix de la pensée critique Günther Anders. Et Bertrand nous rappelait que Günther Anders a été le mari de Hannah Arendt. Alors, parmi les livres importants que vous avez publiés récemment au Seuil, donc certains ont vraiment retenu notre attention. Donc, alors, en 2015, Les nourritures, donc une philosophie du corps politique. Et puis en 2018, donc l'éthique de la considération. Enfin, en 2021, c'est le livre sur lequel, là, on va apporter un peu notre réflexion, Les Lumières à l'âge du vivant. Et puis, vient juste de paraître, chez Payot, un dernier petit ouvrage intitulé « L'espérance ou la traversée de l'impossible ». Donc, on est heureux de vous accueillir et de pouvoir vous écouter et puis ensuite échanger avec vous, car le groupe OCTM que nous formons a été passionné par tous les éléments que vous nous donnez à travers vos ouvrages, en particulier qui nourrissent notre réflexion sur le thème que vous avez eu parmi qui nous réunit, c'est Terre en péril, Terre en partage. Est-ce qu'elle nous entend? Oui, oui. Ça coupe un peu, hein, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Bon. Eh bien, Corinne, on vous laisse la parole alors. Pour 35 minutes, c'est ça? C'est ça, à peu près, oui. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'aurai pas de problème technique. Donc, comme je l'avais dit, je vais présenter les grandes lignes du livre Les Lumières à l'âge du vivant. Donc, je vais énoncer le projet général du livre en indiquant le défi que j'ai voulu relever. Comment défendre les Lumières dans le contexte écologique, technologique, politique et actuel, alors que leur projet d'émancipation individuelle et collective est attaqué de toutes parts, à droite comme à gauche. À droite, et je parlerai des anti-lumières comme structure intellectuelle, s'opposant point par point aux Lumières, mais aussi à gauche avec la critique souvent justifiée des postmodernes, féministes et postcoloniaux, qui pointent le caractère surplombant du rationalisme des Lumières et leur faux universalisme, lequel s'abriterait sous des principes généraux pour imposer une
une culture et finalement être aveugle aux différences. Alors, je montrerai comment paradoxalement défendre les Lumières. Alors, après Hiroshima, Auschwitz, les tragédies multiples du XXe siècle, les crimes coloniaux et l'inversion du rationalisme en irrationalité, où cette rationalité irrationnelle dont le renversement des moyens illimités en fin eh bien, atteste, en particulier avec les technologies. Et alors que notre modèle de développement a des contre-productivités environnementales, sanitaires, sociales qui n'échappent à personne. Alors, justement, j'établirai donc dans un deuxième ou troisième point mon diagnostic en faisant une sorte de généalogie du nihilisme et en justement montrant qu'il y a une double amputation de la raison, un dévoiement de la raison qui qui souligne l'actualité et la pertinence de la critique par Adorno-Horkheimer des Lumières ou du rationalisme instrumental, mais qui la souligne en partie cette pertinence, puisque moi je parlerai d'une amputation plus originaire de la raison liée à une sorte de dualisme, plutôt à une sorte de séparation radicale entre l'humain et les autres vivants qui expliquerait justement que les Lumières, qui ne sont pas responsables, selon moi, de l'inversion de la raison en son contraire, mais n'ont pas su nous protéger contre ce dévoiement du rationalisme, donnant naissance à des phénomènes différents, bureaucratisation, réification sans précédent du vivant, totalitarisme, phénomènes différents, mais qui tous ont en commun ce que j'appelle le schème de la domination, et c'est une des catégories centrales du livre que j'introduirai avec l'idée de l'époque civilisationnelle. Pardon pour le jargon, j'expliquerai tout ça. Et dans un quatrième et dernier point, j'essaierai de montrer pourquoi les Lumières actuelles, qui supposent de faire l'autocritique des Lumières, de prendre au sérieux les critiques venues des postmodernes, mais peut-être même de radicaliser certains points, et bien pourquoi elles sont radicalement écologiques, et ce que veut dire dans ce contexte l'écologie qu'on ne réduit pas à la défense de l'environnement, à une dimension existentielle importante, et ce que cela implique au niveau démocratique. Alors, premier point, d'abord une définition des Lumières, c'est quoi? En fait, c'est moins un continent ou un siècle qu'une attitude. Je reprends cette idée à Michel Foucault, un ethos qui se caractérise par le fait d'avoir un rapport critique au présent, par le fait de regarder de manière critique le présent, et j'ajouterais en identifiant les dangers et les défis qu'il s'agit de relever pour réorienter le devenir, prendre en main son destin, ce qui est un geste des Lumières, et renouer le lien entre la théorie et la critique, et la théorie et la pratique, pardon, qui a été cassée. Alors on voit que l'idée des Lumières, c'est ce regard critique sur le présent, mais avec l'idée que on peut reprendre en main son destin par un travail réflexif. Donc, il n'y a pas de fatalité, si vous voulez. Et il y a, au-delà de cet ethos caractéristique des Lumières comme structure intellectuelle, il y a des principes, 4, je dirais, qui peuvent, si je simplifie, témoigner justement du fait que c'est un projet particulier, un projet d'émancipation individuelle et collective, mais qui est toujours inachevé et que nous pouvons compléter, quitte à, comme je dirais tout à l'heure, faire une autocritique néanmoins des Lumières actuelles pour promouvoir de nouvelles lumières, puisque c'est l'enjeu de mon livre. Alors, ces 4 principes, je dirais que c'est l'autonomie de la pensée, l'idée que, eh bien, la liberté de penser, l'autonomie, la libération de certaines représentations obsolètes, eh bien, est la clé pour justement reprendre sa vie en main, à la fois individuellement et collectivement. C'est aussi l'idée d'une société fondée non sur l'hétéronomie, mais sur justement l'autonomie, donc non pas sur des hiérarchies fonctionnelles ou sur des traditions qui sont évidemment pas à négliger, mais sur leur reprise critique, en tout cas l'autonomie du sujet, et ça donne lieu politiquement à une société fondée sur l'égalité morale des personnes et non sur un ordre hiérarchique qui justifierait l'asservissement d'une partie de l'humanité par l'autre, ou qui justifierait ou qui s'appuierait sur un essentialisme
qui entraînerait justement la domination d'une partie de l'humanité sur l'autre. Donc c'est un projet démocratique ou républicain, puisque vous savez que le mot démocratie n'avait pas la faveur des hommes du XVIIIe siècle comme quant au Rousseau, mais enfin en tout cas il y a cette dynamique d'égalisation des conditions et de principe d'égalité morale de chaque être. Et puis 3, il y a l'idée de l'unité du genre humain qui est très importante, puisque les anti-lumières, on le verra comme structure intellectuelle associée à un projet politique contraire, eh bien, refusent cette idée d'une unité du genre humain, d'une unité de la condition humaine, laquelle unité s'est traduite notamment par les droits de l'homme, mais pas seulement. Enfin, il y a l'idée de l'importance de la raison comme voie d'accès à des principes sinon universels, du moins universalisables, qui permettent de construire une société sur ce que nous avons en commun. Alors, ces 4 piliers sont importants et les anti-lumières désignent une structure intellectuelle contraire avec l'idée de l'hétéronomie de la norme, de la fondation d'un ordre social inégalitaire, du refus des droits de l'homme et de tout cosmopolitisme d'ailleurs, et puis donc d'une référence au nationalisme et à l'idée de river l'individu à son appartenance ethnique, voire biologique, hein, qui a été au cœur du nazisme, qui a été l'expression des anti-lumières, l'expression maximale, mais les anti-lumières sont plus larges que cette figure historique. Et les anti-lumières se manifestent par un mépris de la raison qui est une arme de guerre contre justement toute tentative pour penser un ordre politique fondé sur le avons en commun. Mais tandis que les anti-lumières d'hier et d'aujourd'hui se font entendre et veulent imposer une organisation sociale hiérarchique et inégalitaire, eh bien, les Lumières sont aussi attaquées à gauche depuis le XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, et on comprend pourquoi. C'était, j'en ai parlé tout à l'heure, les féministes et les postcoloniaux qui ont accusé les Lumières de ne pas avoir tenu leurs promesses d'égalisation des conditions. Et vous voyez qu'en parlant comme ça, je montre que les postmodernes ont une critique radicale des Lumières, mais ne relèvent pas des anti-Lumières, puisqu'elles ne mettent pas en question les principes d'égalisation des conditions, d'autonomie, de justice, mais au contraire disent que les Lumières passées n'ont pas été capables d'aller jusqu'au bout de cette dynamique d'égalisation et démocratique. Et puis, elles dénoncent à juste titre les préjugés de certains héros des Lumières passées et surtout soulignent le caractère surplombant de cet universalisme qui était finalement le masque d'un eurocentrisme. Alors moi, j'ai essayé de... justement, je n'aurai pas le temps de développer ça, mais de livre en livre, je m'appuie sur la méthode, ou plutôt l'approche phénoménologique qui décrit l'être humain ou l'existence, en particulier dans mon cas, à la lumière de la corporéité, de la vulnérabilité, de la passivité, de la fatigue, la mortalité, mais aussi qui pointe ou qui souligne la dépendance à l'égard des éléments, des écosystèmes de la nature, soulignant ce faisant la dimension relationnelle de notre existence. Et cette démarche phénoménologique qui, avec Lévinas, puis Merleau-Ponty, invite à une rationalité, donc à mettre au jour des structures de l'existence que nous avons en commun avec les autres humains, mais de manière non surplombante. Il n'y a pas cette raison qui s'imposerait de l'extérieur et un petit peu comme si... mais cette rationalité accueille la diversité des manières de configurer le monde, la diversité même la diversité des formes de vie et de culture. Vous savez qu'en plein existentialisme, Merleau-Ponty s'écriait dans Structure du comportement que les animaux sont d'autres existences, et dans les causeries, il ajoute qu'ils mettent en forme le monde et qu'ils sont jetés dans un monde dont ils n'ont pas la clé et donc qui ont cette précarité comme nous. Et donc du coup, il y a l'idée que au lieu de déterminer ce que nous avons en commun à partir d'une raison qui serait finalement celle de l'homme blanc et qui ignorerait, qui généralise son propre point de vue, il y a l'idée d'une raison qui
qui éclaire à chaque fois le monde d'une certaine manière. Et Merleau-Ponty parlait d'universalisme latéral dans un texte qui est un hommage à Mauss et à Lévi-Strauss, faisant l'éloge du voyage et du décentrement de son point de vue. Donc en décentrant son point de vue, mais en prenant en considération le fait que les cultures, les vivants configurent le monde à chaque fois à leur façon, cela n'exclut pas de chercher, sinon des invariants, du moins en tout cas des structures de l'existence, puisque tous nous avons un corps, tous nous sommes mortels, nous avons faim, soif, et il y a cette communauté de destin. Alors, ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que les Lumières, eh bien, c'est un projet politique qui est tout à fait important, les 4 piliers que j'ai rappelés, mais évidemment, dans le contexte actuel, à la fois technologique, politique lié à l'histoire et écologique, eh bien, on ne peut pas se satisfaire des fondations anthropocentriques et souvent dualistes des Lumières passées qui, eh bien, même si elles sont diverses, avaient quand même justement, étaient quand même aveugles aux différences, étaient quand même aussi liées, pas chez tous les représentants des Lumières, mais en tout cas la doxa qu'elles ont encouragée était liée à une séparation radicale de l'humain d'avec les autres vivants et un dualisme nature-culture qui se retrouve pourtant chez cet immense philosophe qu'est Kant, où dans la plupart de ses écrits, c'est vrai, la liberté est arrachement à la nature, et on comprend pourquoi, parce qu'à l'époque, les technologies, ou Hobbes, pour Hobbes, l'humain est le prolétaire de la création, et le monde n'a pas été fait pour nous, il faut les technologies et la science politique pour justement s'orienter dans un monde qui n'est pas fait pour nous. Mais effectivement, le contexte a changé, et plus profondément, les nouvelles Lumières, eh bien, ne sont pas seulement l'adaptation des principes passés à la situation actuelle, c'est plus que ça, il y a l'idée, et ça c'est très important, d'une remise en question radicale, pas seulement donc de la rationalité contemporaine ou de la raison qui petit à petit s'est séparé de toute dimension universalisante pour devenir une simple fonctionnalité et pour être seulement au service de l'individu dans ce qu'il a plus particulier. Et ça, c'est la genèse dès la modernité, et surtout à partir du 19e siècle, d'une raison que Adorno, Horkheimer diront instrumentale et qui conduit à la réification, à la quantification de tout, donc qui est aveugle, où elle ne peut plus servir à distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Moi, je pense qu'à cette amputation de la raison qui est historiquement qui s'explique historiquement ainsi, il y a une amputation plus profonde qui est peut-être le vice de notre civilisation, laquelle s'appuyait sur une sorte d'arrogance, disait Claude Lévi-Strauss, une sorte d'humanisme arrogant et qui justement était lié à une définition un peu élitiste de l'humain, pensée abstraction faite de ce qui en lui est vivant, de ce partage du vivant qu'au contraire j'invite à mettre au cœur de la réflexion pour justement rénover l'humanisme et pour aussi justement faire qu'on arrache ce vice de la civilisation qui est lié à l'effacement ou le déni peut-être de notre mortalité et l'effacement ou le refus justement des limites assignées à notre condition. Et il est vrai qu'il est difficile d'assigner des limites à son bon droit au nom du droit des autres à exister quand on n'a pas justement la conscience profonde de sa propre finitude et qu'on se considère comme un empire dans un empire. Et là, j'arrive à une des notions, c'est déjà ma 3e partie, les 2 critères et pourquoi fonder les Lumières, les refonder, eh bien, qu'est-ce qu'un schème? Donc, vous voyez, l'opération paradoxale que je fais, c'est que non seulement il est important de préserver, de prolonger l'héritage des Lumières, cette attitude critique, ce sentiment qu'on peut prendre sa vie en main et les principes des Lumières, mais paradoxalement, il faut changer le contenu, par exemple, de l'autonomie, le voir à la lumière de la vulnérabilité, des droits de l'homme en pensant aussi des droits des animaux et une réflexion sur le droit de l'humanité, mais aussi et penser une critique de la raison qui la sauve de ce dévoiement
qu'elle a connu, de cette de ce caractère instrumental et de cette raison coupée du monde de la vie, disait Husserl, mais il faut aussi penser, si vous voulez, le lien entre la domination des autres humains, la domination de la nature à l'extérieur de soi, l'exploitation illimitée de la nature et des autres vivants, et la domination de sa propre nature, c'est-à-dire la répression de justement de ce que nous avons, de cette participation à un monde qui est certes hybride, naturel et culturel, géographique et social, mais qui finalement n'a pas de frontières, si vous voulez, et qui souligne, qui nous résiste, qui est différent de nous, mais dont nous sommes partis. Et moi, j'appelle Shem, justement, si vous voulez, je montre que dans notre société, si vous voulez, notre société est structurée, organisée à partir, pas seulement d'un principe, mais d'un Shem. Et je reprends à Kant l'idée que le Shem, c'est ce qui fait le lien entre l'entendement et la sensibilité et renvoie à l'imagination. Et en fait, le principe d'organisation de notre société, ou plutôt l'ensemble des représentations conscientes et inconscientes qui orientent nos choix économiques, politiques, qui forment la matrice de nos représentations et qui organisent pas seulement les rapports de production, mais les rapports entre les personnes et imprègnent notre imaginaire, s'immiscent aussi dans nos esprits, conditionnant nos comportements. Eh bien, ce schème, c'est celui de la domination, parce que justement, il est lié à cette manière de s'opposer aux autres et surtout par l'opposition entre la vie et l'existence, par la répression justement ou la domination de la nature en soi. C'est une idée qu'on trouve chez Adorno aussi, qu'on trouve chez aussi Serge Moscovici, et que reprendra en partie l'écoféminisme de Françoise d'Aubonne, puisque vous savez que celle-ci s'est beaucoup inspirée des travaux du très grand Serge Moscovici, très peu cité et parfois pas très lu. Bien que ce soit un des premiers à dire que la nature est socialement construite et qu'il faut une théorie complète de la domination, y compris domination homme-femme, pour penser la domination de la nature et la domination sociale. Je ferme ma parenthèse, mais moi, si vous voulez, j'ai essayé de proposer un métaconcept, c'est pas une chose le schème, mais permettant d'éclairer un petit peu des phénomènes divers, comme la bureaucratisation de la société, la réification des animaux, le totalitarisme et le capitalisme, c'est quand même des phénomènes hyper différents, mais néanmoins qui ont tous en commun cette espèce de quantification, cette déshumanisation et voilà, et cette désubjectivation aussi, et cette tendance à maîtriser, à vouloir maîtriser, contrôler, dominer, nier ce qui n'est pas soi, à imposer comme ça sa patte sur les choses avec une certaine violence. Et évidemment, parler du schème d'une société, ça permet, si vous voulez, de ne pas s'en tenir à la simple critique du capitalisme que nous avons tous, à juste titre, je pense, ici peut-être pas tous, mais envie de critiquer et qui effectivement est incompatible avec une manière d'organiser les rapports de production et le travail et de s'orienter aux animaux, qui soient respectueuses. Mais je voulais prendre les choses avant, si vous voulez, ou à un niveau qui aussi permette de considérer que même si ce schème de la domination, nous en souffrons, nous sommes aussi à l'origine du sens. Nous sommes le pouvoir constituant, et c'était une manière de dire que tout, évidemment, il y a les normes, les structures sociales et économiques impactent nos manières d'être, et notre imaginaire, mais l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi en nous un travail à faire pour déconstruire, ou plus que ça, pour arracher ce schème de la domination qui transforme tout, l'agriculture, l'élevage, le travail, la politique en de guerre. Et alors j'ai montré évidemment que le processus d'émancipation passerait aussi par cette identification du schème de la domination, cette guerre à la guerre en soi, mais
évidemment, il y a plusieurs niveaux. Un niveau personnel que j'ai décrit dans l'éthique de la considération et un niveau évidemment collectif qui lui-même a plusieurs strates. Un niveau qui, d'abord, au niveau local, il est vrai que là, on voit ça et là des personnes qui, comprenant qu'elles ne peuvent plus survivre dans le système, entre guillemets, actuel, en particulier dans l'agriculture, savent que c'est une question presque de vie ou de mort, de rompre avec un schéma de pensée qui et des manières de faire, de produire qui les amènent à l'impasse et qui comprennent que leur malheur n'est pas seulement personnel, mais renvoie à une injustice globale et certaines personnes, puisque l'émancipation comporte un moment de rupture avec les normes, mais aussi un moment pour certaines personnes qui réussissent à changer de mode de production et à s'insérer dans un tissu social, eh bien, dans l'agriculture ça existe, eh bien, il y a une sorte d'autonomie retrouvée, il y a une sorte on voit que ça existe. Évidemment, le niveau le plus difficile, c'est le niveau plus collectif ou civilisationnel, puisque parler de lumière à l'âge du vivant, il s'agit de cela, c'est évidemment mettre la réflexion, la situer à un niveau civilisationnel qui n'est donc pas seulement celui de l'individu, pas seulement celui des groupes, même pas seulement celui des nations, mais celui d'un mouvement que j'essaie d'accompagner et dont je vois quelques signes avant-coureurs, le souci pour l'écologie, la cause animale et le vœu de plusieurs personnes de vivre autrement, de vivre mieux, de manger mieux, de faire leur bien avec le moins de mal possible pour les autres, étant des signaux à la fois pas très puissant mais important de ce qui pourrait être cet âge du vivant. Et vous voyez que parler d'âge du vivant, c'est reprendre ce geste des Lumières consistant à penser le présent et à nommer une époque en soulignant que certains phénomènes sont irréversibles et évidemment avec néanmoins une incertitude puisque nous sommes aussi à une époque où les forces contraires à cet âge du vivant et les anti-lumières sont extrêmement puissantes. Mais vous voyez le geste. Et évidemment, ce geste d'émancipation, il s'agissait de montrer que justement c'est possible d'identifier les choses, que ce que serait le schème contraire ou les lumières à l'âge du vivant, elles se poseraient sur ce que j'appelle le schème de la considération. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce que j'entends par considération. Et évidemment, la considération, ce n'est pas moi qui l'invente. Elle existe ça et là, elle a toujours existé, mais elle a souvent été éclipsée et elle suppose, de préserver la liberté, la singularité, la diversité, mais surtout, de penser, de promouvoir le monde commun, lequel est composé de l'ensemble des générations, du patrimoine naturel et culturel, du tissu du vivant qui nous relie tous, y compris avec les autres humains, et dont et auquel nous appartenons. Vous savez que le monde commun, j'emprunte cette notion à Hannah Arendt qui dans Human Condition disait que c'était comme une transcendance dans l'immanence. Alors moi j'y ajoute le patrimoine naturel et les vivants, mais elle disait que le monde commun qui est fait de toutes les générations, c'est celui qui m'accueille à ma naissance, il est plus vieux et plus vaste que moi et il ne me connaît pas, mais je dois m'insérer en lui et dans l'idéal, il survivra à ma mort individuelle, disant que justement, ce monde commun, je dirais moi dans mon langage, donne une épaisseur à mon existence. Vivre, c'est vivre des choses, vivre avec les autres, mais vivre en ayant, pour ainsi dire, comme une double vie. Et elle disait, Hannah Arendt, que justement dans les politiques publiques, quand elles ne prenaient pas en considération ce monde commun, eh bien, c'était des politiques qui étaient ternes, enfin qui étaient amputées de quelque chose. Alors, vous voyez, donc une politique et des technologies qui seraient orientées par le monde, par le schème de la considération, et par contre, il y a un gros chapitre sur les technologies, il y a beaucoup de questions de Günther Anders d'ailleurs, eh bien, ce seraient des technologies qui seraient, puisque les technologies sont des conditions de notre existence, il n'y a pas de dualisme nature-technique, eh bien, elles seraient orientées vers des finalités civilisationnelles au sens où elles viseraient à promouvoir le monde commun. Alors ça a l'air de rien, mais à partir de là, vous voyez qu'il y a plein de technologies qui sont
refusé à partir de ce moment-là. Évidemment, la bombe atomique et tout ce qui est nucléaire en fait partie. Mais ce qui est intéressant aussi de pointer, c'est que dans ce mouvement, si vous voulez, qui pourrait accompagner, enfin, dans ce mouvement en faveur d'un passage à un autre schème et à une autre époque, j'appelle les Lumières à l'âge du vivant, il y a l'idée d'une époquée civilisationnelle. Alors, époquée, c'est un terme que j'emprunte encore à la phénoménologie, à Husserl, le père de la phénoménologie au début du XXe. L'époquée, c'est la suspension de l'attitude naturelle. Bon, ici, je l'emploie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous et toutes des lunettes qui nous font voir le monde de telle ou telle façon. Il s'agit de se dire que d'ôter ses lunettes, de se dire que ce n'est pas la seule manière de penser les choses, de cesser d'adhérer à ces croyances sans voir que ce ne sont que des croyances, et surtout de comprendre qu'il y a d'autres points de vue. Et surtout, cette opération est suivie de la réduction phénoménologique, c'est-à-dire de la reconduction aux actes de conscience par lesquels les choses me sont données ou pas. Vous savez que chez Lévinas, par exemple, quand je vois autrui, il m'est donné en partie physiquement, mais il m'échappe. Cette donation est paradoxale, elle est en excès. L'individu, l'autre, il a un visage, pourquoi? Parce qu'il est en excès sur sa manifestation. Bon. Donc la phénoménologie décrit des phénomènes qui parfois échappent alors à notre maîtrise, à ce qu'on voit, ce qu'on sait, par exemple autrui, mais par exemple tous les phénomènes qui m'intéressent, la fatigue, tout ce qui échappe à ma maîtrise, à ma volonté, ou le revirement du constitué en condition de non-existence, l'alimentation, qui n'est pas un objet que je m'incorpore, que je métabolise. Mais ce qui est très intéressant, moi j'emploie le mot époquée. J'en fais l'époquée civilisationnelle, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire profiter, pour ainsi dire, de cette situation où nous sentons que nous pouvons être confrontés à la possibilité de l'effondrement, à la possibilité de notre impossibilité, à des catastrophes qui mettent en péril notre survie, celle des autres espèces, mais qui aussi soulignent la précarité de notre civilisation, le fait que des pans entiers de notre éducation doivent être révisés ou remis en question. Eh bien, l'époque civilisationnelle serait ce moment de suspension et d'inventaire où nous pourrions, individuellement mais aussi collectivement, voir ce que nous continuons de chérir et voir ce qu'il faut abolir ou transformer. Et là encore, c'est au cœur de cet inventaire, c'est un geste qui est des Lumières. Et pour moi, il était très important quand j'ai écrit ce livre, parce que je voyais les anti-lumières partout, comme beaucoup d'entre nous, mais de voir aussi que s'il n'y a pas de projet commun, s'il n'y a pas d'outils pour penser un projet commun, en particulier écologique, je vais dire par là, je vais venir bientôt, il n'y a pas d'outils pour cela. On va asseoir le politique sur des valeurs qui sont toujours des subjectivations, où on tombera dans un particularisme, dans des sociétés particulières et incompatibles, ou dites incompatibles, où on divisera les uns contre les autres. Et évidemment, ce vide-là est souvent le duel des anti-lumières qui, elles, savent exactement quel projet elles veulent et qui ont aussi d'autres visages. Je n'ai pas le temps de parler du transhumanisme, mais il en est question dans le livre. Alors, pourquoi justement cette époque civilisationnelle, ce schème de la considération? Eh bien, c'est une autre manière de faire advenir des Lumières, un mouvement individuel et collectif d'émancipation, qui sont les Lumières à l'âge du vivant. Pourquoi l'écologie? Pourquoi ces nouvelles Lumières sont écologiques? Et au sens où l'écologie désigne la sagesse de notre habitation de la Terre, logos, oikos, et où donc elle est articulée à l'existence. Elle n'est pas seulement la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, elle est non seulement liée à la manière dont nous partageons les nourritures, puisque moi je ne parle pas de ressources, puisque les paysages et ce dont on vit ont aussi une dimension non instrumentale, et nourrissent notre vie, lui donnent une saveur, un sens ou pas, mais elles ont aussi une dimension existentielle liée à la manière dont nous pensons et pensons notre être à la nature et interagissons avec les autres vivants. Donc c'est vraiment l'écologie, elle a une profondeur, elle a une force émancipatoire parce que justement elle implique de comprendre, de penser la place de l'humain dans la nature en
rompant avec le dualisme nature-culture et les pratiques illustrant le point de vue chauvin de l'humain. Elle déracine les dualismes nature-culture, biologique, social, moi, autre, et elle est inséparable non seulement de la prise au sérieux de notre condition terrestre, et ce faisant de notre communauté terrestre, mais aussi de notre condition charnelle et de la dépendance par notre corps, par notre besoin d'eau, de nourriture, etc., des autres, des éléments, des aliments et des autres humains et non humains. Donc, l'écologie suppose, quand on la prend philosophiquement, à articuler une philosophie de l'existence, mais prend au sérieux pas seulement le projet, l'historicité, le caractère extatique de la liberté, mais aussi la passivité du vivant, le fait qu'il vit de nourriture, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a besoin de respirer. Et donc, évidemment, s'il ne peut plus respirer parce qu'il fait 60 degrés, ça ne va pas. Hein. Eh bien, elle suppose donc elle est indissociable de l'humilité. Hein. Bernard de Clairvaux rappelait que la considération commence dans le livre éponyme il s'adresse pourtant à un pape, mais par le fait de se rappeler sa condition charnelle et engendrée avant de penser ta fonction sociale, pense que tu viens d'une femme et que tu es engendré, donc tu ne t'es pas posé dans l'existence. On dirait, si on était existentialiste, ce que je suis par ailleurs. L'humilité vient de humus, hein, donc terre, l'écologie est contraire à l'attitude de toute puissance, qui quand même est ça et là dans nos entreprises politiques, de notre manière de gouverner, de notre manière de penser entre nous, mais aussi de notre manière de conquérir l'espace, de conquérir je ne sais quoi, dans tout notre discours, et aussi évidemment dans la manière dont nous n'accordons pas de place aux autres vivants, en particulier aux animaux qu'on fait naître pour les manger, pour se repaître indéfiniment de leur chair, alors que ce sont des plaisirs substituables, que en plus l'alimentation carnée est particulièrement dommageable quand on en prend trop, et pour la santé, mais aussi pour l'eau, etc. Et tout ça, notre modèle de développement est une rationalité irrationnelle qui atteste l'hubris, la démesure et le sentiment que nous avons que la nature n'est qu'à nous. Alors que nos terres sont partagées, il y a des oiseaux, il y a des poissons, il y a des insectes, il y a des animaux, bref, nous sommes dans une communauté mixte, que nous le voulions ou non, et disant cela, je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre les humains et les animaux, mais il est évident que l'écologie invite à penser autrement notre habitation et notre cohabitation avec les autres vivants. Et elle aussi oblige à penser autrement notre manière de régler les problèmes, donc à politiser. Il ne s'agit pas tant de politiser l'écologie que d'écologiser la politique, c'est-à-dire que quand on pense l'écologie comme habitation de la Terre, on ne peut, et qu'on insiste sur les 3 dimensions environnementales, sociales et existentielles, on ne peut plus avoir un traitement atomiste des problèmes, tiens l'énergie, tiens... on va lutter contre la déperdition énergétique et puis, on mange vachement de viande sans arrêt. On ne peut plus séparer, si vous voulez, la fin du monde et la fin du mois. Ça montre que c'est un traitement atomistique et erroné de l'écologie qui implique une approche transversale et globale et qui ne fait pas qui ne coupe pas la réflexion sur l'énergie de la réflexion sur la justice. Et vous le savez qu'il y a des gens qui sont dépendants des fossiles, d'énergie fossile pour aller travailler et tout. Donc, voilà. Et puis, ça suppose de ne pas faire d'îlot éthique. D'un côté, la cause animale, de l'autre, la santé, de l'autre, la justice, et ensuite l'environnement. Mais au contraire, la transition écologique suppose d'articuler ces 4 piliers. Alors, ça demande un changement de culture politique et évidemment aussi un traitement non bureaucratique et non décontextualisé de ces questions, puisque si vous parlez d'écologie, par exemple, ne serait-ce que d'énergie, évidemment, la prise en compte des contextes et des milieux géographiques est fondamentale, mais c'est presque vrai sur tout. Donc, il n'y a pas... Et enfin, moi, j'avais beaucoup insisté sur le fait que la démocratie, ce n'est pas seulement des institutions, c'est un mode de vie et c'est une méthode. Et c'est Dewey qui le montre. Et c'est vrai que dans les Lumières, avec les Lumières, on pensait que le peuple était un peu une volonté a priori. Or, aujourd'hui, nous voyons bien que les liens se font aussi au-delà de nos frontières nationales et par des publics qui se constituent
en identifiant les conséquences négatives dont ils souffrent après la mondialisation, au niveau sanitaire, etc. Donc il y a l'idée aussi d'une manière de décentrer, hein, comme de même que les Lumières supposent, avec un rationalisme non surplombant, qu'on fait varier les perspectives, de même la démocratie devrait rendre possible le décentrement du point de vue, l'expression de perspectives multiples pour permettre non seulement pour éviter qu'un groupe ne s'accapare, si vous voulez, le bien commun, mais aussi pour établir un diagnostic exact des situations visant à faire apparaître les problèmes, mais aussi les solutions, car il y en a dans toutes les questions transport, agriculture, élevage, choix en personne qui existent. Alors, il y a aussi toute une organisation à revoir sur l'articulation entre le niveau vertical et le niveau horizontal, puisqu'il ne s'agit pas de dire que l'État n'a pas de rôle. Alors, bon, je vais m'arrêter là juste pour dire que quel est le geste en conclusion de ce travail. Il ne s'agissait pas de dire, ben voilà, moi j'arrive en disant que je sais qui est éclairé. Non, il s'agissait d'une raison qui est comme une loupe, qui accompagne un mouvement déjà là, mais pas complètement achevé. Et accompagner un mouvement qui est déjà là, mais qui n'est pas complètement achevé, ça renvoie à justement ce que j'ai fait dans mon dernier livre, L'espérance ou la traversée de l'impossible, où l'espérance n'est pas l'espoir, qui est un trait psychologique et qu'elle veut de voir ses désirs personnels se réaliser, c'est un rapport au temps, à l'histoire, mais et en plus, l'espérance peut s'accompagner d'une grande inquiétude. Elle-même suppose la traversée de cette inquiétude, la confrontation à cet impossible que nous vivons, hein, qui est une crise sans précédent, avec une menace vitale évidente et des disparitions, mais justement, l'espérance est toujours en dépit d'eux, mais c'est quand même la capacité à voir, à déchiffrer dans le chaos du présent et son extrême violence, les signes avant-coureurs de quelque chose qui pourrait, le conditionnel est important, redessiner un horizon commun et avoir du sens, et un sens qui donnerait une énergie, puisque l'espérance, ce n'est pas un discours, ça ne peut pas être produit par les livres, c'est une énergie, comme me montre Peggy, qui la compare à une petite sœur, l'espérance, vertu théologale, qui mène par la main ces deux grandes sœurs, la charité comparée à une mère, la foi comparée à une épouse, et c'est très intéressant cette image d'une petite fille qui n'a l'air de rien et joue encore avec son bonhomme Janvier, parce que ça veut dire que l'espérance n'est pas spectaculaire, n'a rien d'héroïque, n'a rien de militaire. Et je finirai donc par cette citation de Camus dans L'exil d'Hélène sur la pensée de midi. Hein. Il dit « L'ignorance reconnue, le refus du fanatisme, les bornes du monde, il parlait avant du soleil, et de l'homme, le visage aimé, la beauté enfin. Voici le camp où nous rejoindrons les Grecs. » Grecs, finalement, Socrate, c'est le premier homme des Lumières. Hein. D'une certaine manière, le sens de l'histoire de demain n'est pas celui qu'on croit, c'est pas déterminé, il est dans la lutte entre la création et l'inquisition. Malgré le prix que coûteront aux artistes leurs mains vides, on peut espérer leur victoire. Une fois de plus, la philosophie des ténèbres se dissipera au-dessus de la mer éclatante. Aux pensées de midi, la guerre de Troie se livre loin des champs de bataille. Donc, il y a l'idée aussi, comme les Lumières, d'un certain style et d'une parole qui, loin d'être surplombante et de s'identifier à une idéologie qui fige, a un style ou en tout cas s'adresse au cœur et pas seulement à la raison raisonnante. Je vous remercie. Merci Corinne, merci beaucoup. Je ne vous savais pas aussi méditerranéenne. Oh, ça m'arrive. Dans mon propos. Je vais laisser la parole à Jean-Jacques qui a une première question à vous poser. Voilà. Oui, Corinne, vous avez parlé de l'âge du vivant et donc c'est une belle formule. Effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de réflexions, beaucoup de contributions dans ce champ-là. Mais cet âge du vivant peut-il advenir
de façon démocratique, non violente et bienveillante. Je veux dire par là, est-ce que la transition écologique peut se passer, vu l'urgence, peut se passer des chocs et des contraintes. Et on voit par exemple le problème de la question de l'énergie, comment la guerre en Ukraine s'est mise à nous faire avancer énormément dans la manière d'utiliser l'énergie, la manière de collectivement fixer des limites. Et sans ces chocs, sans ces crises, ben on voit bien que on va dire, la délibération démocratique, eh bien, elle prend beaucoup plus de temps. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Vous employez le mot choc, contrainte ou violence. C'est quand même très différent. Que la transition écologique doive advenir de manière démocratique, je dirais, nous le devons, donc nous le pouvons. Plagiant Kant, tu dois donc tu peux. Car la solution d'un écofascisme ou de la coercition violente, ce serait une catastrophe. Je sais que beaucoup l'emploient. Et pourtant, je ne suis pas du tout bisounours puisque je suis obsédée par le mal et notamment, enfin, le mal de manière générale, mais en particulier aussi le mal qu'on fait, pas seulement aux autres humains, mais aux animaux aussi. Alors, en revanche, que la transition écologique ne puisse en même temps, la démocratie, c'est quoi? C'est pas seulement la délibération. Il est clair que la délibération ou les théories délibératives et participatives qui palliaient des défauts différents de la démocratie ne suffisent pas. Mais il faut se rappeler aussi, il ne faut pas caricaturer les auteurs. Chez Rawls, à la fin, il disait que sa théorie de la justice n'avait de sens que dans les circonstances de la justice liées à la rareté modérée. Nous ne sommes plus dans la rareté modérée, nous sommes dans la rareté tout court. Donc effectivement, ça demande une vision, ça demande une recomposition de la démocratie et des choix drastiques. Mais justement, moi je pense qu'il y a des choix drastiques, il y a des impulsions, des visions, une vision. Ce qui manque, c'est ça. Les gens seraient presque d'accord pour la coercition, la violence, mais ils ne sont pas d'accord pour une vision. Par exemple, pour moi, quelqu'un qui parle d'écologie, qui mange tous les jours de la viande, c'est pas possible, c'est absolument pas compatible. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas d'écologie, point final. De même, faire de l'écologie et accepter tous les voyages en avion, et je le dis, je me l'applique aussi, je refuse beaucoup de voyages en avion, beaucoup de voyages de manière générale, eh bien c'est aussi quelque chose qui n'a pas de sens. Donc il y a quand même un alignement entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et qui devrait, il ne s'agit pas de faire tout porter sur les frêles épaules des individus, mais par exemple, je suis toujours étonnée qu'on parle d'écologie et tout ça, mais il n'y a absolument pas de politique pour la transition alimentaire. Alors peut-être à Grenoble un petit peu, mais dans les écoles, dans les prisons, dans les lycées, dans les hôpitaux et partout, il n'y a même pas d'offre, dans la plupart des cas, pour des alternatives végétales et les gens ne savent même pas souvent comment cuisiner. De plus, le prix de la viande est pas cher par rapport aux légumes et aux céréales. Donc du coup, on voit, et puis pour donner un exemple, c'est plus le cas aujourd'hui puisque le ministre allemand de l'alimentation et de l'agriculture est végétarien et a fait des efforts pour certaines choses en Allemagne, mais il y a encore 2 ans, eh bien, il y avait 13 milliards qui étaient alloués venant de l'Europe et de l'Allemagne aux élevages industriels. Comment voulez-vous comme ça changer les choses? Donc il y a des leviers à activer, le levier européen, le levier économique, qui sont des incitations qui feraient partie, qui seraient liées à une vision, politique qui n'existe pas. Sur l'alimentation, il n'y a vraiment pas de transition alimentaire, les gens n'en parlent pas à tous les niveaux. Bon, donc il y a quand même, on agite des choses qui sont souvent contraignantes. Alors l'alimentation, pourquoi j'en parle? Parce que chacun peut le faire. On a tous eu des grands-mères qui savaient cuisiner autrement qu'avec pas seulement de la viande, et il y a un peu d'imagination. On pourrait prendre la mode, qui est un secteur aussi deuxième pollueur, où il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de produits chimiques dans les teintures et tout ça, et beaucoup de consommation animale. Et là aussi, il y aurait même de l'argent à faire. Donc ça se fait pas. Il y a un manque de vision parce que la conception qu'on a de l'écologie est atomiste et réduite à la dimension environnementale, tant
ne pense pas ce dont on vit autrement et qui on est, on pourra évidemment qu'avoir cette contradiction entre la pensée et les actes, et quand il y a une contradiction entre la pensée et les actes, c'est la contrainte qu'on agite. Alors là, quand vous parlez d'urgence, enfin, vous voyez, moi je pense que vous parlez de la guerre en Ukraine, vous dites que ça a fait avancer. Moi, je serais beaucoup plus réservée que vous. La guerre en Ukraine est une catastrophe. Évidemment pour les Ukrainiens, mais pour le monde de manière générale et pour l'écologie aussi. Les mers seront inutilisables. Et puis voilà, vous savez que les mers aujourd'hui, les fonds de l'océan sont raclés, défoncés, les mers sont des abattoirs vivants, mais qu'aussi ce sont des terrains de conflit avec tout un tas de produits chimiques, de produits, bon voilà, la guerre en Ukraine va être une catastrophe humanitaire et écologique déjà. Et en plus, elle fait parler beaucoup, elle remet le nucléaire, voilà. Mais, et puis, les livraisons d'armes, elles sont évidemment nécessaires, mais on est dans une logique là qui n'est pas du tout bonne au niveau écologique et au niveau, c'est tout le contraire des lumières à l'âge du vivant. Bon, alors, je n'ai pas dit évidemment qu'il fallait on est obligé là, de faire quelque chose, mais voilà, donc du coup, la transition écologique, l'écologie mériterait autre chose que de l'idéologie et cette espèce de balancier entre la contrainte, on y arrivera parce que c'est l'urgence, que par la violence, et finalement business as usual, on est inquiet, mais chacun reprend l'avion. Moi, j'en vois plein d'écolos. Je ne dirais pas qui, mais je discutais il y a quelques jours avec quelqu'un qui a fait un livre d'écologie qui était très bien. Et puis, bon, voilà, la voiture, et puis surtout la viande, bon, voilà. Donc, je crois que c'est pour ça, pour moi, l'écologie, elle ne peut prendre, au sens où une mayonnaise végane prend, que s'il y a... si ça fait comme une vision, ça devient une énergie et pas seulement de la dénonciation ou de la peur. Donc, est-ce que c'est un choc? Bien sûr. De toute façon, les chocs, ils ont déjà eu lieu. Mais avant nous, l'humanité a toujours été confrontée à des chocs. Et au XXe siècle, il y a eu quand même de très grands chocs. Auschwitz et Hiroshima, à mon avis, c'est quand même les super chocs. Mais après, vous savez très bien, l'humanité est aussi ainsi faite qu'après des chocs immenses, ça recommence. Donc, c'est pourquoi je crois que vraiment, plutôt que d'avoir ces discours de peur qui alimentent les réflexes de fuite, parfois de déni, de présentisme, il y a plutôt l'idée de regarder en face ce qui se passe, l'incertitude dans laquelle nous sommes, rien n'est garanti, d'accepter l'incertitude, de traverser ces émotions négatives, mais aussi d'avoir ce pragmatisme où on sait où on va, on a un horizon, et la politique, on négocie avec les autres les manières de faire. Mais moi, je pense que l'horizon, il devrait être beaucoup plus clair et surtout porté de manière très cohérente, générale, globale et non atomiste. Et ce n'est pas fait. La philosophie, elle, est très impuissante parce que voilà. Moi, quand j'avais parlé, je finirai là, de l'âge du vivant, j'en avais parlé déjà en 2017 dans le manifeste animaliste, c'était pour dire qu'il y avait, j'avais distingué très vite 4 âges, l'âge théologique où les gens vivaient un peu ici-bas, mais avec l'idée que Dieu ou l'histoire les jugerait. L'âge théologique, l'âge des philosophies de l'histoire, où au nom d'un idéal, il était noble de sacrifier sa vie individuelle, résistance, communisme, et puis après cet âge de la désolation, au sens d'Hannah Arendt, désolation, où l'individu se sent que force de production et de consommation et a perdu le rapport spontané et créatif au monde commun. Et du coup, il est vulnérable, dit-elle, aux solutions totalitaires du politique, parce qu'il y a ce vide, il n'y a pas quelque chose qui lui donne un sentiment d'exister, et quand en plus
eh bien, il y en a pas assez pour tout le monde, il y a des crises économiques, ça alimente. Hein. Le terrain est mûr pour un nouveau fascisme. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi. Mais pour moi, au creux de cette vague du nihilisme, d'un nihilisme décomplexé, il y a aussi l'émergence de thèmes qui sont irréversibles, dont en particulier la cause animale, parce que c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que c'est pathétique, parce que c'est une question de sang, de vie et de mort. Vécu, vie, partagée. Alors qu'évidemment, l'écologie, chacun s'arrange avec sa conscience, plus ou moins. Il dit « je suis écologiste », mais il prend l'avion pour aller à La Réunion, ce qui, à mon avis, est une contradiction. En plus, prendre des vacances à La Réunion pour prendre à côté. Enfin, excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, donc je dirais qu'il y a des signes avant-coureurs qui sont là, mais qu'il faut, à mon avis, accompagner. Et évidemment, ce n'est pas assez fort. Hein. Mais moi, ce que j'appelais l'âge du vivant, au creux de la vague, au creux du nihilisme, avec tous les dangers qui sont énormes, il y a aussi cette lueur. Après, qui gagnera? Mais c'est ça que j'appelle l'âge du vivant, qui est déjà là, pas complètement, qui peut être annoncé, qui doit être accompagné, mais il peut y avoir aussi l'apocalypse. Merci. Merci Corinne. On laisse la parole aussi à nos auditeurs. Oui. Donc, si vous voulez poser une question, écoutez, vous ouvrez votre micro et vous posez la question directement à Corinne. Elle vous répondra le temps qu'elle avale sa gorgée de thé. Et puis, peut-être celui ou celle qui pose la question peut mettre sa vie. Voilà, que je vois un visage. Oui, ouvrir sa caméra. Très bien, très bien. Ouvrir sa caméra. Voilà. Non, ils vont s'inscrire. C'est un chien, peut-être. Voilà. Ils sont timides. On peut les laisser penser. Oui, voilà, on peut poser une autre question. Qui sera Ah, voilà. Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Très bien, Mélodie. En fait, j'étais avant dans mon lycée au club développement durable. Et donc, on a mené beaucoup de projets justement pour l'écologie et même le développement durable. Et je voulais savoir s'il y aurait, ce qu'on pourrait concrètement faire. Parce que du coup, je suis toujours en lien avec mes anciens professeurs. Donc, pour justement améliorer. On avait fait de nombreux projets pour la recharge de téléphone ou autre chose, plutôt que brancher à une simple prise, on avait fait un vélo. On avait proposé justement, il y avait des plats végétariens à la cantine. On avait aussi fait rencontrer le cacique Ninawa, qui est un chef indigène, donc qui nous a beaucoup parlé de la spiritualité, la spiritualité. Donc avec la nature, on avait donc planté des arbres. Où on leur avait même donné un nom pour justement leur donner une identité et donc une responsabilité des élèves par rapport à cet arbre. Et on voulait savoir si vous auriez d'autres idées. C'est déjà énorme ce que vous avez fait. Alors, c'est pas, moi, je suis pas compétente pour voir ça parce qu'il y a effectivement tout ce que vous dites, c'est capital. Après, c'est des échelles. Je pense que dans ce que vous avez fait, c'est très bien. Après, pour être efficace, il faut aussi pouvoir s'adresser aux représentants politiques qui ont un pouvoir décisionnel plus important. Et moi, je crois vraiment qu'il faudrait aller voir les maires les députés, mais les maires aussi de sa ville, partout, pour demander la transition alimentaire. Et ça me semble, parce que et se fixer un horizon de réduire au moins de 50% chacun, pour ceux qui l'ont déjà fait, mais à l'échelle globale, sa consommation de produits animaliers, produits animaliers aussi, dans les 5 ans. Et évidemment aussi de demander à aider les producteurs locaux et à choisir les agriculteurs
il est évident qu'ils ont des conditions de vie difficiles. Il est évident aussi qu'il faudrait que leur soit payé un salaire, moi je dirais carrément, pour leur entretien du paysage et quand ils font ce qu'il faut pour les bêtes, voilà, moi j'ai toujours pensé ça. C'est pas normal que les gens qui nous nourrissent soient si peu rémunérés, que ce soit si difficile de s'installer pour les jeunes qui le veulent, pour faire du maraîchage et tout ça. Donc là, il y a un volontarisme politique. Mais moi, je dirais l'alimentation et l'agriculture sont au cœur quand même justement des Lumières à l'âge vivant. Et ça suppose, vous voyez, pas seulement l'idée, il faut arrêter de manger de la viande, bon, faut déjà réduire, que les gens réduisent. Ensuite, donc, il faut le rendre possible. École, prison, hôpital, voilà, partout. Qu'ils aient du plaisir à le faire, qu'il y ait des diététiques, des cours, parce que c'est pas facile, on a été habitué, enfin pour certains, voilà. Donc du coup, mettre la pression au restaurant pour qu'ils suivent, au lieu peut-être qu'à Grenoble c'est un peu mieux, mais enfin il y a beaucoup de villes en France, même à Paris parfois, où quelqu'un qui est végétarien ou vegan, il mange des pommes de terre qui se battent en duel avec des brocolis, mais aussi une aide aux agriculteurs, voilà. Donc ça, je crois que, bon, évidemment, les aides de la PAC, mais ça me semblerait, souvent dans la vie, il faut avoir un seul projet, qu'on continue, parce que quand on en a trop, ça ne se voit pas. Moi, je pense que ça devrait être partout. La transition alimentaire. Vous voyez, le mot transition, ça veut dire, voilà, on ne va pas faire une police végane. Mais et rendre possible auprès des enfants, puis que les gens aussi, moi je suis toujours étonnée que les gens, ils ont un budget vacances, pourquoi pas, mais le budget alimentaire, ils ne veulent pas dépenser pour l'alimentation. Ça, je ne comprends pas. Parce que l'alimentation, c'est quand même, ça a une centralité. Ce qu'on mange, ce qu'on incorpore, c'est quand même important. Enfin, et puis, là aussi, dire qu'on s'intéresse aux autres et acheter des produits qui viennent de partout, qu'on fait 8 pays avant d'atterrir dans l'assiette des gens, il y a des contradictions. Moi, c'est plus ça qui me... Après, ça, je pense que ce serait bien porter ça, de manière non idéologique. Mais voilà, ça, je crois que ce serait faire un lycée, une fac, je sais pas, un hôpital, je sais pas, qui a cette ambition-là. Ouais, ça me semblerait énorme. Et voilà, ça me semblerait... Bon, après, il y a des choses, vous êtes... Enfin, ça me semblerait d'autant plus énorme que je suis très étonnée qu'en ce moment, on n'en parle pas, quoi. Ou bien, il y a des gens qui caricaturent, ça devient vegan, non vegan, c'est pas du tout intéressant. Mais les gens ont l'impression que cette idée de la végétalisation, de la transition alimentaire, alors que même au niveau sanitaire, c'est une vraie question. En France, ça se voit moins, mais quand même, le diabète, l'obésité, enfin, c'est énorme. Les gens ne se mangent pas bien. C'est énorme. Le poids économique et les problèmes sanitaires liés à la malbouffe. C'est énorme. Merci Mélodie pour cette question. On peut souligner que près de Grenoble, il y a un centre spirituel qui s'appelle Saint-Hugues de Viviers, qui travaille depuis des années sur la transition alimentaire. Voilà, donc qui a fait un énorme travail en modifiant ses repas et en les rendant aussi bons, parce que oui, c'est bien de modifier, mais il faut que ça soit appétissant. Et donc, ils ont fait d'énormes efforts pour ça. Voilà, c'est un son spirituel important qui est au-dessus de Grenoble. Est-ce qu'il y a d'autres... Pardon, Corinne. Une chose pour Mélodie, et par rapport à ce que vous avez dit, moi, je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est une sentinelle,
voilà, sentinelle, vous savez, c'est les canaris qu'on amenait dans les mines parce qu'ils sentaient les choses négatives. Bon, mais c'est aussi une sentinelle qui apporte quelque chose de concret et de constructif. C'est-à-dire que pas seulement dénoncer ce qui ne va pas, mais vraiment montrer comment c'est possible de changer. Et en fait, changer de mode de vie, ça peut être aussi positif. Mais je crois que vraiment, et surtout quand on est jeune, il faut secouer un peu parce que localement, il y a plein de choses vraiment formidables. Il y a plein de gens qui font ça et là des choses, vous venez d'en parler, Bertrand, mais secouer un peu ces responsables politiques. Les secouer. Voilà. Bon. Merci. Pardon, Corinne, il y a chez nous, Isabelle a une question à vous poser, Corinne. Oui, donc vous avez parlé à plusieurs reprises de vision. J'entends cet horizon vers lequel on va. Et également, notamment dans votre livre de désir, ce qui est à la racine de l'être, hein, vous dites le désir de transmettre un monde habitable, etc. Pourquoi nul ne peut modifier en profondeur et durablement ses styles de vie s'il n'a pas d'autre désir que ceux de l'homo economicus. Donc ça, c'est ce que vous écrivez. Et moi, j'avais un peu une question, donc à la fois sur la vision et sur le désir qui est plutôt à la racine de l'être. Quelle place voyez-vous à cette inspiration dans le changement de schème? Comment faire pour qu'il débouche sur des choix concrets pour garder ce lien? C'est-à-dire que le changement d'attitude et d'action ne soit pas uniquement dicté par la raison, il faut parce que sinon, voilà, mais qu'il soit porté par une aspiration plus profonde. Comment est-ce que vous verriez ça? Ah ben ça, c'était au cœur du livre L'éthique de la considération. Alors, les désirs et l'estime de soi, hein, qu'on oublie souvent, mais qui est très importante dans les motivations concrètes permettant au changement de s'effectuer dans la durée et avec l'idée que les personnes ont l'estime d'elles-mêmes en modifiant leurs choses, qui a l'idée aussi d'une attestation. Hein, elles témoignent de ce en quoi elles croient devant les autres et dans leur vie quotidienne. C'est pour ça que l'alimentation, la mode, les achats aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de pouvoir au niveau des organisations, c'est déjà important. Mais l'aspiration, dans l'éthique de la considération, j'avais vraiment parlé de l'éthique comme transformation de soi en me situant à un niveau qu'on peut appeler spirituel, mais souvent le mot spirituel est un mot un peu fourre-tout, et vous le savez mieux que quiconque. Mais bref, en tout cas, c'était lié à un rapport à l'incommensurable. La considération, ce n'est pas seulement le respect, c'est un peu général, comme les droits de l'homme, c'est déjà pas mal. Elle individualise la personne qu'elle considère, mais moi je m'étais surtout placée du point de vue de ce qu'exige de nous la capacité à regarder chaque être en lui reconnaissant sa valeur propre, en lui faisant de la place au sein de son existence, sans vouloir le dominer ou le réduire à néant. Et ça supposait ce désir de transmettre un monde habitable, ça supposait ce que j'appelle la transdescendance, mot que je reprends à Jean Val, ami de Lévinas, et je lui pique le mot, il me donne un sens tout légèrement différent, mais il dit il y a deux types de transcendance. Il y a la transascendance, le mouvement vers Dieu, vers le suprasensible, vers donc le rapport individuel à Dieu, la foi, et pour Bernard de Clairvaux, dans De la considération, il n'y a pas de rapport de justice, il n'y a pas de rapport économique, hein, même juste, et de bon gouvernement où on méprise les honneurs dans les honneurs mêmes, dit-il, sans ce rapport personnel à Dieu. Mais moi, je parlais de transdescendance, qui est quand même une transcendance dans l'immanence, c'est plutôt l'approfondissement de la condition charnelle et engendrée, l'approfondissement de la connaissance de moi comme être fini, mortel, engendré, qui fait que la conscience d'appartenir au monde commun, à un monde plus vaste et plus vieux que moi, et d'être relié aux autres vivants fait de chair et de sang, devient une évidence. Un savoir vécu, pas seulement abstrait, mais qui change complètement mon regard et ma manière de me considérer et de vivre avec les autres.
La considération, c'était cette expérience d'élargissement de sa subjectivité où le monde commun devient l'horizon de ma vie, où l'amour des vivants, en particulier des animaux, devient, et dans mes cellules. C'est pour ça que j'en mange plus. Moi, il y a longtemps. Mais c'est pour ça qu'on ne peut plus supporter de les dominer. Ça ne veut pas dire qu'on est fondu dans un tout, mais la considération, c'est pas seulement intellectuel, c'est pas seulement déontologique, il y a le principe de respect de chacun, c'est une transformation de soi par ce rapport à l'incommensurable qui n'est pas le Dieu, là, mais qui est le monde commun, dont on sait, pour ainsi dire, l'expérience. Quand on se rappelle sa condition charnelle, sans doute quand on traverse la négativité, la maladie, la souffrance, qui humilie l'amour-propre, et qui justement, ou quand il ne reste plus rien, et que la volonté et l'intelligence ont été humiliées par le chagrin, si on abandonne même cette superbe qui fait qu'on veut tout maîtriser, il reste ce qui nous unit aux autres vivants, qui est à la fois petit, précieux et très fort. C'est ça. La transdescendance, on peut en faire aussi l'expérience dans des choses plus positives. Mais l'humain étant ce qu'il est, et moi peut-être étant pessimiste, ce que je reprends à Kant et aux chrétiens d'ailleurs, j'ai tendance à penser que l'humain avance en prenant conscience de sa faillibilité, de ses limites et tout. Mais en tout cas, la transdescendance, c'était cette expérience du rapport à soi par le rapport à l'incommensurable qui permettait d'ouvrir, de regarder le monde autrement. Mais chez Spinoza, il y a un peu aussi ça, d'une manière différente. Puis Spinoza n'aime pas le négatif, mais dans le livre 5 de l'éthique, il montre bien que la connaissance, qui est amour pour lui, la connaissance du tout, on va dire aujourd'hui, Hannes, ce grand philosophe norvégien, l'a actualisé, c'était un fou de Gandhi et de Spinoza. La connaissance des interactions avec les écosystèmes fait que naissent d'autres affects, comme la joie, le pouvoir, le désir de faire, s'éteint la domination, le désir de dominer, le besoin d'anéantir l'autre. Faire du Corinne. Moi, je pense même qu'il n'y a pas de solidarité sans ce rapport au tout, alors que Spinoza appelait Deus sive natura, que les chrétiens pensent à leur manière, que moi, qui suis philosophe, j'essaie de parler sans imposer un arrière-monde, j'ai proposé avec la notion de monde commun, et parce que je m'appuie, toute théorie éthique et politique, pour moi, s'appuie sur cette phénoménologie de la corporéité qui permet de dessiner une nouvelle anthropologie philosophique. Mais la transdescendance, c'était ça. La considération, c'est la transdescendance. Et selon moi, c'est ça qu'il s'agit de diffuser. Alors comment? Ça, si vous me dites que si je vous répondais comment, alors là, il faudrait me breveter tout entière, si je puis dire, mais je ne peux pas. Ce que je sais, c'est que la considération, elle existe. Chez François d'Assise, elle est là. Chez Montaigne, on la sent. Elle est un peu partout, mais elle a été détruite, elle a été effacée, elle a été recouverte par la dynamique d'accélération, par cette rationalité instrumentale et par tous ces discours idéologiques qui font à croire que seule la violence, seule la compétition, le fait d'exister en écrasant autrui sont un tiercé gagnant, si je puis dire. Voilà. Et c'est ça. Donc, du coup, moi, évidemment, comme chez Camus, les artistes ont les mains vides, le philosophe a les mains vides. Néanmoins, il y a une vision. Et l'âge du vivant, et là, les lumières à l'âge du vivant, c'est cette vision. Et puisque moi, j'essaie de faire, c'est cette vision articulée de livre en livre, de manière assez systématique, et d'en tirer les conséquences éthiques et politiques. Alors après, évidemment, un livre, on peut pas grand-chose, hein, et c'est pas à moi de mettre en œuvre ce que je fais. Hein. Mais ça pourrait. À partir de ce que j'ai proposé, on pourrait proposer une politique, même de progrès, pour ainsi dire, qui passerait par justement la transition alimentaire, évidemment l'amélioration substantielle de la condition animale, et qui n'est pas seulement mon dada, si je puis dire, mais qui est au cœur, stratégiquement au cœur de l'arrachement de ce schème de la domination et qui signalerait
un changement de cap et le fait que l'humanité en finit avec cette domination triple dont ils sont, dont le massacre des animaux est vraiment un des paradigmes. Hein. Mais on en est très loin. Mais voilà, donc je pense que ça, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même, bon, moi je pense que de notre vivant là, on va pas voir grand-chose au niveau concret. On voit quand même que ces sujets intéressent les jeunes, ce qui est déjà bien. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était presque une discriminant. Hein. Mais donc c'est quand même, mais en même temps, il y a des discours décomplexés, violents. Il y a aussi une tendance au clivage. Moi, j'avais écrit Les Lumières de l'âge du vivant parce que j'étais très perturbée par le fait que les postmodernes aujourd'hui ne sont pas comme Derrida, Deleuze et tout ça, avaient parfois, même les féministes, avaient parfois des discours divisant, réinstallant la division entre les hommes et les femmes, entre, vous voyez. Voilà, donc du coup, et puis bon, j'étais aussi agacée d'entendre que seuls les gens proches de l'animisme pouvaient dépasser le dualisme nature-culture quand on sait que bon, la phénoménologie tout entière est un dépassement du dualisme nature-culture corps-esprit et que nous avons des ressources philosophiques, mais il y a évidemment plein de ressources bibliques, plein de ressources autres, mais aussi philosophiques pour s'emparer de l'écologie et en faire quelque chose d'autre que simplement du développement durable. Parce que le développement durable, c'est un peu fondé sur 3 piliers, l'économie, l'écologie et la justice, mais on ne sait pas comment ces piliers se mettent ensemble. Merci Corinne. On va peut-être prendre une dernière question de notre public, nos auditeurs, s'ils ont une question. Comme Mélodie tout à l'heure, ils ouvrent leur micro, ils prennent la parole. N'ayez pas peur, me dit Patrick. Alors, dans ce cas, peut-être Patrick, toi tu as une question à poser à Corinne. Oui, alors c'est à propos du schème de la domination. Alors j'apprécie beaucoup, vous venez de le souligner du reste, les échos et les consonances avec la Bible et notamment la littérature de sagesse. En vous entendant, j'ai pas pu ne pas penser, par exemple, à ce psaume 8 où, à partir d'une contemplation du cosmos, la prière en vient à demander qu'est-ce que l'homme, et où un Paul Beauchamp, qui est un éminent exégète, commente le psaume en disant seul est à l'image de Dieu l'homme qui est plus fort que sa propre force, en montrant par là que finalement, il y a une domination de ses propres instincts qui fait que l'homme advient à lui-même, et c'est tout le projet anthropologique de la création de l'homme dans la Bible. Mais alors justement, moi, j'aurais une question sur ce schème de la domination. Je vois bien tout ce que vous en dites et j'y adhère largement, mais est-ce qu'il n'est quand même pas un peu déjà dans le monde animal lui-même? C'est-à-dire qu'un Pablo Servigne, par exemple, qui prend la peine, non sans mérite, de faire valoir que dans la forêt, les arbres entre eux ne sont pas dans la loi de la jungle, justement, c'est la forêt, mais qu'ils ont une solidarité entre eux, que les végétaux se soutiennent. C'est tendanciel, il a raison, il fait émerger quelque chose, mais ce n'est pas massif. C'est-à-dire qu'il concède malgré tout que la domination, elle est dans le monde animal. Et alors, est-ce que quand même, ça n'est pas quelque chose qu'il faut intégrer dans notre sortie de la domination? Mais les termes sont, moi, les animaux se mangent entre eux, il y a de la prédation. Ça ne s'appelle pas ça domination. Ça dépend du terme. La domination, c'est une entreprise consciente, intentionnelle d'éradication de tout ce qui n'est pas soi, d'exploitation sans limite de tout ce qui n'est pas soi pour en tirer des bénéfices, de réification. Mon chat que j'adore, qui n'est hélas pas là, bon, elle est un peu vieille maintenant, mais elle chassait jadis, je sais très bien qu'il y a une cruauté. Il faut pas, aujourd'hui, c'est embêtant, c'est que les mots sont utilisés de manière floue.
Et on confond les plantes. Bon, la solidarité des plantes, moi, j'appelle pas ça solidarité. Ou alors, c'est pas la même chose que la solidarité humaine. Il faut faire attention, ces amalgames. Il y a effectivement, les plantes sont reliées entre elles par des mécanismes, des processus extrêmement complexes, et avec des interactions. La solidarité humaine, on pique. Et si on dit que les sœurs sont fraternelles, bon, ben moi, je change de langue, si vous voulez. Ça devient de la bouillie intellectuelle. Quant à la prédation, les animaux ont de la prédation, mais ils n'ont pas cette haine de l'assassin. Ils peuvent avoir la haine du voleur. Ils peuvent tuer, bien sûr, le lion, il a besoin de viande, même le chat, etc. Mais nous, indépendamment, il y a plus que de la prédation. Il y a quand même une espèce humaine qui a construit des camps de concentration et qui a gazé et qui torture. C'est quand même c'est ça, l'être humain. C'est le sublime et c'est le mal. Ce n'est pas seulement la prédation, c'est le meurtre gratuit, le mal pour le mal. Hein, dans Saint-Augustin, même le vol de pommes ou de poires, je ne sais plus. Hein, juste pour désobéir, mais aussi avec le plaisir à voir souffrir. Hein, et même le chat, qui est un animal assez cruel, hein, c'est le jeu, mais il n'y a pas... voilà. Donc je crois qu'il faut aussi prendre les termes. On peut pas, il y a des différences essentielles entre les humains, les animaux et les plantes. Entre les animaux, les humains et les plantes pour moi ne sont pas des êtres sentients, sont sensibles, mais ne sont pas des jeux et n'ont pas ce caractère tragique de la mort, de la précarité, tout ça. Voilà, c'est une sensibilité, mais pas une sentience, mais qui n'est pas une individuation au même sens. C'est pour ça d'ailleurs que leurs liens entre eux sont si importants, mais on peut parler de solidarité par métaphore, mais quand on fait que des métaphores, sauf si on est Bergson parce qu'on les pense, c'est de la bouillie intellectuelle. Et l'humain et l'animal, les animaux, il y a plein de différences, pas seulement le langage, la représentation, mais aussi le mal. Voilà, les animaux, ils sont cruels au sens, mais il n'y a pas ce mal, au sens du mal de la volonté mauvaise. Il n'y a pas Hitler. Il n'y a pas, voilà, le lion qui tue la biche, enfin, je sais quoi, ou tout autre animal, il ne cherche pas à l'anéantir comme tel. Le meurtre n'est pas domination, mais volonté d'anéantir l'autre comme tel. Totalité infinie, mon maître, Lévinas. Bon. Voilà. Donc, évidemment, si les gens se mettent à parler en gommant toute la précision des termes, alors on a de la bouillie intellectuelle. Et je comprends tout à fait que certains disent aux animalistes, ben voilà, vous mélangez tout. Parce qu'effectivement, quand on mélange tout, ben, c'est pas possible. Le schème de la domination, c'est une réflexion sur le mal. C'est pas une réflexion sur la prédation. Qui, à mon avis, l'humain doit laisser la prédation. Hein, ou alors, il faut tuer tous les jaguars, mais la prédation, c'est pas le mal. Mais c'est très important, ça, vous voyez, parce qu'il y a plein de bouquins qui sont sortis sur les plantes, avec plein de métaphores. Il y a plein de livres aujourd'hui où on voit qu'on gomme toutes les différences entre humains et animaux. Et à mon avis, c'est vraiment pas un service qu'on rend aux animaux. À mon avis, ça c'est vraiment ça c'est un peu le travers de notre époque, tout est dans tout et réciproquement. Je sais pas, alors justement dans la Bible c'est pas ça. Les sources chrétiennes, et ça vous le connaissez mieux que moi, sont extrêmement l'anthropologie philosophique, l'anthropologie chrétienne est très claire là-dessus. Corinne, on a une dernière question à vous poser de la part d'Alejandro Pérez. Voilà, Alejandro. Merci beaucoup, hein. C'était vraiment très intéressant, c'était très clair. Et en fait, vous avez fini votre exposé en parlant de l'espérance. Oui. Et
en fait, ça m'a fait penser justement que c'est une question anthropologique au sens que voilà, c'est une vertu, donc ça dépend de l'être humain. Mais donc finalement, si conclure en parlant de l'espérance, c'est conclure en insistant sur les capacités, les dispositions de l'être humain. Mais en même temps, l'espérance, c'est aussi mettre notre confiance en quelque chose d'autre. Ouais. Alors, chez les chrétiens, c'est mettre notre confiance en Dieu. Et donc, moi, ma question, c'est, pour vous, en concluant, en parlant d'espérance, et vous nous invitez à mettre notre confiance en quoi, finalement? Alors, moi, je dirais, vous avez dit que c'est une vertu, mais c'est une vertu théologale. Elle ne dépend pas de soi. Hein. L'espérance, quand elle naît ou de la grâce, ou en tout cas de l'inespéré, de l'inattendu. Ce qui peut dépendre de soi, c'est de ne pas se crisper trop, de ne pas être tenté par le désespoir ultime, c'est-à-dire par le suicide. Mais l'espérance, elle naît comme une grâce, ou en tout cas, voilà. Donc, vous avez raison de parler de la confiance, parce que justement, quand elle naît, elle se manifeste par un horizon qui s'ouvre, une lueur, souvent en pleine nuit, et par le fait qu'on a de nouveau confiance en l'avenir, en tout cas qu'on le voit, alors qu'avant, le désespoir, c'est qu'on ne voit plus l'avenir. Et puis, la souffrance croît jusqu'à s'inverser en dégoût de soi, de la vie, etc. Mais en tout cas, même le petit désespoir ou l'état dans lequel sont beaucoup de gens aujourd'hui, qui ne va pas jusqu'au désespoir ultime, mais c'est souvent le sentiment qu'ils ont l'impression que rien n'avance, que l'avenir est bouché, l'horizon, on ne le voit pas trop. Ce qui explique des comportements de présentisme aussi et de fuite dans la consommation. Parce que c'est presque les seuls ressorts que donne notre société. Hein. Renommée ou obsession de la reconnaissance, loisirs. À la rigueur, nous, on a de la chance, on a des passions. Enfin, je sais pas, moi, j'ai une passion dévorante, la philosophie, et une autre passion dévorante, les animaux. Donc, j'ai complètement absorbé, happé, il reste presque plus rien. Enfin, il reste des choses, mais je suis complètement... Mais je comprends. Alors, donc, je finis pas par les dispositions de l'être humain. Et alors, que la confiance, moi, je dirais qu'il y a une différence entre l'espérance et la foi. Une foi sans espérance n'est pas une foi. Voir Kierkegaard, le chevalier de la résignation, qui ne revient pas au monde en passant par Dieu, il trébuche, alors que Abraham, me voici, hein, bon, chevalier de la foi. Mais, donc, la foi ne peut pas se passer d'espérance, puisqu'elle est. Cette espérance, Dieu la donne, l'espérance, avec la foi, pour ainsi dire. Ou alors c'est une foi, et Kierkegaard, dans le traité du désespoir, il est très fort en disant que le désespoir est intensifié devant Dieu, puisque le fait de manquer d'espérance, ça lui fait honte d'avoir cette foi-là qu'en n'est pas une. Voilà, c'est très beau, c'est très fort. Mais moi, l'espérance à laquelle j'ai voulu donner un contenu séculier, parce que moi, je veux en parler pour, je ne suis pas la première, d'ailleurs, Bloch avait essayé, mais lui, il en fait un principe. Moi, je souligne l'énergie, la confiance, hein, et qui ne vient pas de nous. Hein, mais je dis que l'espérance, elle, peut ne pas avoir besoin de la foi, mais elle a besoin d'une dimension qui va au-delà de ma propre vie. Ou alors c'est simplement de l'espoir et souvent une belle illusion. C'est l'idée que quelque chose peut s'ouvrir. Moi, je vais vous le dire franchement, par exemple, moi, l'espérance, si vous m'en demandez si je l'ai, si vous me dites, êtes-vous optimiste, je dis non. Êtes-vous désespéré? Souvent. Mais avez-vous l'espérance? Je dirais oui. Et elle est en dépit d'eux. C'est-à-dire qu'en dépit du massacre quotidien des animaux, que personnellement, je ne supporte pas, vous souriez, mais vous ne devriez pas. Je suis une plaie vivante, jetée à la face du monde et envoyée à tous ceux qui font souffrir les animaux et qui collaborent à cette souffrance. Voilà, c'est dit. On peut me détester, j'assume. Mais en même temps, je pense, je crois, que l'avenir, pour moi, l'avenir, dans 50, 100 ans, c'est
c'est l'amélioration de la condition animale, c'est l'âge du vivant. Donc je pense qu'il adviendra. Sans doute après d'autres catastrophes, hein, et en ce moment ça ne va pas très bien, il n'y a pas du tout les changements individuels et structurels espérés et requis et nécessaires pour éviter d'ailleurs d'arriver à des points de non-retour qui vont être terribles pour les gens à venir, mais je pense vraiment que quelque chose est irréversible. Donc, j'ai en ce sens-là l'espérance. Et je regrette de ne pas être jeune comme Mélodie, puisque j'ai vu son visage, parce que si j'étais jeune comme Mélodie, je me dirais, chouette, bon, peut-être dans 40 ans, il y aura des résultats substantiels. Peut-être que dans 40 ans, la corrida, à mon avis, dans 5-10 ans, c'est fini. En France, il y aura quand même des choses qui vont tomber, j'espère. Mais je pense que dans 50 ans, il y aura sans doute une organisation sociale et politique différente. Et j'espère que d'ici là, il n'y aura pas de grosses catastrophes, non seulement écologiques, mais surtout politiques et géopolitiques, puisque personnellement, moi, je redoute plus ça. En plus d'un apocalypse nucléaire, puisqu'on n'en parle pas, et c'est bien ce que j'ai de commun avec Günther Anders, mais moi je pense que la bombe atomique a absolument tout changé. Chère Corinne, merci beaucoup pour aussi votre passion que vous nous avez fait partager. Même si vous êtes parfois désespéré, vous restez passionné. Et avec la passion que vous avez, vous transmettez une certaine forme d'espérance. Voilà, Oui. donc voilà. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On vous souhaite une bonne soirée Vous aussi. et bonne continuation à Berlin, puisqu'on a compris que vous alliez à Berlin, Corinne. C'est ça, hein. Absolument. Et puis, on va continuer à suivre vos ouvrages parce qu'on ne doute pas que vous continuez à travailler. Et là, j'en ai un gros dans la tête. J'ai commencé sur un sujet qui me passionne, mais il faudra un peu de temps parce que je le remettrai que dans un an. Et donc, il paraîtra en septembre 2024. Ça va me demander du travail. Mais c'est un petit peu la suite des Lumières à l'âge du vivant. Bon, très bien. Bon travail, Corinne. Et merci pour votre travail, justement. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Je vais couper. Au revoir, Mélodie. C'est comme ça enlève tous les autres. Ouais. Voilà, Corinne est partie d'ailleurs. Mélodie, elle est d'ici. Mélodie, je sais pas. Allez, bonne soirée à tous. Tu connais.